C'est l'origine donc de ces bouteilles qui sont bien connues sur les brocantes, ce qu'on appelle les SRD. Et l'attribution de cette récompense se faisait en présence d'un sous-officier, et le soldat devait donner son quart, et il avait une cuillerée et demie d'alcool, et qu'il devait consommer immédiatement. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas prendre cet alcool, le mettre dans sa gourde et le cumuler, au risque d'être sous après et d'être incontrôlable. Donc en cas de récompense, on devait consommer l'alcool devant l'officier. Et on verra, parce que là on travaille un petit peu comme en archéologie romaine médiévale, on fait de la quantification, et on s'est aperçu que la présence d'alcool dans les dépotoirs était très très faible. Là je ne parle toujours que dans la première ligne. Et que 80% en fait des flacons, des bouteilles, c'est de l'eau. L'eau gazeuse, eau minérale, eau naturelle. Il faut savoir qu'en première ligne, on ne peut pas se laver et que la peur donne soif, et qu'il y avait une grande demande d'eau. Donc ce n'est pas du tout cette image en fait, de soldats complètement sous sur le terrain. Donc très rapidement, là on voit que la consommation, c'est surtout, là, on a mis les différents belligérants, mais c'est de la boîte de conserve. Surtout ce qu'on appelle le singe, ou les bifs, ou les viandes qui étaient consommées. Pour nourrir une division, par jour, il fallait 17 poids d'eau. On voit la masse de matériel qu'il fallait amener, qui venait donc d'Amérique du Sud, qui venait du Canada, et on retrouve donc tous ces contenants. L'Angleterre, ça venait par l'Angleterre, et c'était distribué à Rouen, Le Havre, et ça arrivait directement sur le front. Et on compte à peu près, pour la logistique, pour la préparation, pour un soldat, il fallait 5 préparateurs. Donc là, on voit cette mobilisation, et ça explique donc ces millions d'hommes et de femmes qui ont été occupés durant cette période. Je parlais justement des bouteilles d'eau, pour apporter dans une quantité. Les sauces également. Pour certaines sont encore en service parce que les sauces et les viandes, c'était des viandes cuites, bouillies, donc il n'y a pas beaucoup de goût. Donc on a amené donc, les sauces, les HP sauce, Worcester sauce, qui sont très connues en Angleterre. C'est des bouteilles, c'est plusieurs milliers. Donc on en retrouve de très très grande quantité. On essaie de travailler aussi sur les découpes bouchères et savoir la façon dont on découpe. Est-ce qu'on peut déterminer si on est dans tel ou tel camp, chez tel ou tel belligérant. Et ça c'est du mythe romain de la distribution de la céramique et sur le limes, savoir s'il y a une distribution particulière de Millau, le Zou, des choses comme ça. Et quand même, ça commence à donner des résultats, parce qu'on s'aperçoit qu'on ne consomme pas la même chose chez les Bavarois que chez les Saxons. Ça, c'est des travaux qui sont faits actuellement dans l'Est de la France par Michael Landolt. On voit que la consommation est différente par grande région, ça aussi militaire. Donc ça, c'est un axe également de recherche qu'on essaye de pousser un peu. Et ce qui n'apparaît pas chez les Alliés, c'est la présence donc, de contenants avec des motifs patriotiques, très fréquents chez les Allemands, pas du tout chez nous. Et pour les Allemands, c'est uniquement sur le front de l'Est. On n'a pas ce type de tasse, par exemple, dans la région de Cambrai, d'Arras, ou dans la Saône, voire même dans la Flandre. On recycle, on voit que ces bouteilles peuvent aussi, en cas de pénurie, servir de grenades. Ils sont remplis d'explosifs et on s'en sert comme grenade. Là aussi, c'est un petit détail pour les Français. Alors ça, c'est la gourde française tout à fait classique. Je vous ai mis celle de gauche, là, un peu plus sombre, c'est la dotation régulière. Et celle de droite, vous constaterez qu'elle est légèrement enflée. Oui. Ça, c'est un truc fait par les soldats français. Ils prennent une balle, ils enlèvent la tête de la balle, ils ne gardent que la poudre, on le met dans le fusil. On met l'embout de la gourde au bout du fusil, on tire. Donc là, on a l'effet de souffle
qui déploie le métal, et ça fait qu'une gourde à 2 litres, vous passez à 2 litres 5. Petit truc pour améliorer l'ordinaire. Système DA. Regain de voluminosité, là aussi dans les tranchées, on retrouve de petits oratoires, en espérant que la Vierge ou que Saint-Georges protège le lieu. Très souvent, c'est ces fameux 7% de signes distinctifs qui ont trait à la religion. L'artisanat de tranchée, ça c'est Akipa, une tranchée un peu particulière, avec le matériel nécessaire et les rebuts de production d'un atelier fait par les Allemands en 1918, fin 18, après le 11 novembre 18, jusqu'au mois de juin 19, parce que la Grande Guerre ne se termine pas avec l'armistice, mais se prolonge jusqu'au traité de Versailles, c'est-à-dire qu'on ne libère pas les prisonniers le 12 au matin, mais on les garde parce que, comme le traité n'est pas encore signé, on ne libère pas les prisonniers, mais par contre, on les utilise, dans le cas présent, pour remettre en état la voie ferrée entre Arras et Lens. On a parlé tout à l'heure de la production de charbon qui était nécessaire aux Parisiens qui commençaient à avoir froid. Et dès le mois de février 1919, la voie ferrée Lens-Arras-Paris est restaurée, et ça a été fait donc par des soldats allemands prisonniers qui, pour améliorer leur ordinaire, avaient un petit atelier de production, de bagues, de coups de papier. C'est un peu ce qu'on va voir maintenant. Voilà, fabriquer le petit char anglais. Je pensais que Philippe allait être là, donc j'ai fait un petit clin d'œil. Voilà ce qu'on fabriquait. Est-ce qu'on pouvait donc échanger entre un peu de nourriture, un peu de tabac? Donc voilà toutes les découpes. Donc voilà un camp de prisonniers allemands. Et les dates inscrites sur les objets en bronze, c'est bien 1914-1919. Et c'est le corps de prisonniers, c'est POW, c'est prisonniers au floor. Bien sûr, ils sont sous maîtrise britannique, le secteur est sous maîtrise britannique jusqu'en 1920. C'est le corps numéro 338. Et on voit bien donc 1919 et la voie ferrée Arras-Lens qui est en cours de rénovation. Voilà les outils qui étaient utilisés, des petits marteaux, des petits pointeaux. Et voilà ce qu'on fabriquait. C'est des protèges boîtes d'allumettes avec différents décors. On trouve également des ateliers de petites fonderies pour faire des bagues en aluminium, le cuir également. Et pour amener donc tout ce matériel en première ligne, que ce soit les munitions, les hommes ou l'alimentation, il y avait des petites boîtes serrées de 60 qui étaient enterrées. Ce qui évitait en fait de se faire remarquer par l'aviation ennemie. Donc tout ça c'était couvert. Il y avait un véritable cheminement de boîtes 60 qui permettait donc d'alimenter le front. Donc les objets retrouvés, ça va de la petite fiole d'iode très fragile, qui permettait en fait de pouvoir nettoyer la fine blessure, de pièces de monnaie, mais également d'objets de plus de 30 tonnes, comme le char qui a été retrouvé à Fliquières. Donc le voici en train de sortir de son trou, il est toujours bien sûr visible dans la commune de Fliquières. Et voilà la photo en haut, c'est la photo qui nous avait été donnée par les Britanniques, et on peut le comparer avec le char retrouvé à Fliquières, donc ce qui nous permet donc d'identifier avec certitude ce char comme étant le char Déborah, le T-51, avec en haut le chef de char. On travaille également sur les blocos, sur les monuments également, parce que les blocos sont détruits régulièrement par les paysans ou pour les grands travaux, pour les lotissements. Donc il est important maintenant de faire un inventaire, de les repositionner avec des cartes topo pour savoir quelles étaient les motivations stratégiques, logistiques de ces blocos. On travaille également sur tout ce qui est graffiti à l'extérieur, sur les murs, sur les plâtres et même sur un arbre, côté de Bouvigny-Voyelles, dans un camp on parlait tout à l'heure de ces Chinois qui nettoyaient le champ de bataille, et là on a affaire à une jonque qui a été dessinée sur un arbre à Bouvigny-Voyelles.
Ça reste dangereux. Ça reste dangereux. On retrouve donc régulièrement des munitions, et mes collègues de l'INRAP, non, ça ne stresse pas, ont toujours des gros problèmes avec ça. C'est quand même quelque chose de très... Ça reste dangereux. Donc c'est pour ça que j'aime bien entre deux en parler, parce qu'on ne peut pas sortir d'ici et se dire, oui, bon, je vais me lancer sur la période, hein, c'est intéressant, je vais amener mon écho à ça. Hein, il faut savoir que c'est quand même très... que cela reste très dangereux. Mais si on devait ne plus fouiller dans la zone rouge de 14, pratiquement, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, il n'y aurait plus de fouilles pratiquement sur un tiers du secteur Nord-Pas-de-Calais. C'est-à-dire que les gens font du 14 sans savoir. Quand on fouille une villa romaine du côté de Montchipreux, même si on ne s'intéresse pas à la période, on est forcément condamné à retrouver ce genre de vestiges qui restent dangereux. Là, je vais voir tout ce qui était actualité. Peut-être avez-vous entendu la création donc, de cet anneau de la mémoire à Lorette qui a été inauguré l'an dernier par le président Hollande. Et donc, avant les travaux, il y a eu une campagne de fouilles axée 14, et notamment sur les sépultures, donc une quinzaine de sépultures allemandes et françaises. Hein. Donc là, c'est l'occasion de pouvoir en parler. Et oui, ce qu'on a trouvé aussi, ce qu'on ne connaissait plus, c'est la chapelle Notre-Dame de Lorette. Actuellement, il y a la basilique, et ici, ça c'est la localisation de la chapelle 18e de Notre-Dame de Lorette, et les petits points rouges, fin et bleu, voilà, c'est la localisation de tous les sépultures, donc on aura l'occasion de pouvoir en parler un petit peu ici. Voilà la chapelle. Donc, plus personne en fait n'en connaissait ni même ses dimensions, ni même les matériaux et les fondations. Donc ça a été une redécouverte, et surtout on s'est aperçu que la nécropole actuelle, qui est la grande nécropole nationale française, hein, avait un lien direct avec cette chapelle, où on voit en fait le porche qui est en fait l'entrée principale de la nécropole. Donc les gens qui ont établi la nécropole savaient pertinemment qu'elle était là, hein, et ça correspond vraiment au bâtiment. Donc il y a une interaction entre les deux. Voilà une des rares vues allemandes à l'intérieur de la chapelle de Lorette, et le matériel qui a été retrouvé au niveau de l'hôtel. La chapelle provisoire, donc on voit ici les fondations, et sur le terrain, comme il était fortement bouleversé par les obus, on a dû donc faire un radier en tuiles et en briques pilées pour pouvoir participer aux cérémonies qui avaient lieu donc, dans cette chapelle. Des soldats, notamment ici un soldat allemand, qui est ici, qui est dans le fond de son trou. Il était en attente, il avait son sac à dos, il avait tout son armement, et il a été tué dans son trou et donc immédiatement rebouché. Un soldat français qui est ici, et c'est le matériel retrouvé dans sa poche, qui est un peu intéressant. Est-ce que vous devinez les petites paillettes qui sont ici? Paillettes qui nous ont attribuées au début. C'est de la poudre. C'est de la poudre en paillettes qui sont dans les balles. Hein. Et ce soldat avait, dans ce porte-monnaie-là en particulier, petit fagot, hein, avec deux monnaies. Et ces monnaies, en fait, portent des traces de passage au feu. Donc, il faut voir que quand on est sur Notre-Dame de Lorette en plein hiver, pour faire chauffer son café ou se réchauffer, c'est pas évident de prendre une allumette qui est humide et d'allumer le petit foyer. Par contre, avec ça, on fait une étincelle tout près de ces petites baguettes de poudre, et immédiatement, ça part, c'est maîtrisé, et on peut faire un feu très rapidement, pratiquement dans n'importe quelle condition de temps. Autre soldat, c'est le sergent Senet. Alors ces gens-là sont enterrés, non, lui est enterré en région parisienne. Alors il y a différents cas de figure aussi, ça, au niveau administratif. Quand on retrouve la famille, la famille peut récupérer le corps, le mettre dans le caveau, et tous les frais sont pris en charge à partir des lois de 1915 par l'État français. Ou alors, et c'est le cas quand même majoritaire, les familles préfèrent le laisser
dans le cimetière le plus proche. Dans le cas présent, c'est Lorette et il est enterré parmi ses compagnons de combat. Là, c'est Sorelli, c'est quelqu'un qui vient des Landes. Alors, là aussi, ils portent tous les deux les disques d'identification. On retrouve également les petites bagues en cours de fabrication. Voilà l'endroit où ils ont été retrouvés et l'anneau de la mémoire. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à voir ce monument, qui est de très très belle facture, et on trouve plus de 600 000 noms, par ordre alphabétique, toutes nationalités confondues, tous grades confondus. Hein, et le monde vient régulièrement visiter en fait ce lieu. Le monument est très beau. On a restauré du matériel, ça c'est pour nous souvenir qu'au bas de la colline de Lorette, dans le village de Suchet, on a créé un centre d'interprétation sur la Grande Guerre qui est gratuit. C'est une très très belle réalisation. Et donc une partie du matériel retrouvé en fouille est exposée. Et donc ce que je vous ai dit sur le développement, les offensives, des choses comme ça, c'est visible sur place et accessible à tous et gratuit. Des souterrains, encore des souterrains. Ça, c'est une nouveauté. Je vous ai montré tout à l'heure ce qu'on avait déterminé aux premières fouilles, c'est ici, c'est Wellington. Et là, on a eu la bonne fortune, au cours de travaux, de trouver la carrière Christchurch, qui est une ville en Nouvelle-Zélande. Donc, quelques vues de Christchurch. On pouvait y mettre 4000 hommes à l'intérieur. On a une photo d'époque qui montre l'accès à la carrière. On a retrouvé également les cuisines. On a également donc les Néo-Zélandais, avec le même Isaac, qui décidément est partout. On voit bien New Zealand Engineer Tunneling Company. Et c'est eux qui ont réalisé les travaux d'aménagement dans ces lieux. Là, on a un petit campement canadien avec le foyer, les boîtes de conserve, tout autour. Et il y avait plusieurs milliers, parce que c'était à l'intérieur, on pouvait, donc il y avait l'hôpital, il y avait 24 000 hommes, il y avait des cuisines, il y avait tout ce qui était nécessaire pour le sanitaire. Mais tout ça c'était éclairé par l'électricité. Donc on a l'emplacement exact de chaque lampe, de chaque ampoule, sur l'ensemble du réseau. Ça, ce sont les gens qui ont séjourné dans la carrière avant de monter au combat. Alors, tout The Smuggler Den, ça peut être traduit par c'est le coin des contrebandiers. Donc, chacun y met sa petite touche d'humour. Ceux qui sont fiers en fait de leur parcours, de Ypres à Arras. On va là toutes les campagnes des soldats. Et là, les Canadiens, donc en 1918, qui sont les derniers, donc, pendant la Grande Guerre, à avoir occupé les lieux. Donc on retrouve les lits, on retrouve tout le matériel en place. Il y avait également une voie 60 pour amener le matériel. On voit, c'est Godley Avenue, c'est le petit voie 60 qui permettait. Donc c'était poussé à la main, il n'y avait pas de machine à l'intérieur. Le matériel était amené à la main dans ces petits wagonnets. Riccarton, c'était l'axe de circulation parce qu'il fallait en fait avoir des points de repère que les Néo-Zélandais et les Anglais connaissaient pour ne pas trop se perdre à l'intérieur. Donc Riccarton Street, c'est l'axe principal de la ville de Christchurch. Donc par habitude, ils savaient que si on était à Riccarton, on était sur l'axe principal et qu'on pouvait circuler. C'est de se repérer en fait dans le réseau. Donc 4000 hommes, là aussi au niveau sanitaire, il y avait les douches, il y avait les latrines et la petite inscription qui est bien ici sur le côté. Donc là aussi c'est tout à fait intéressant de voir comment c'était géré. Je dis que les Canadiens étaient les derniers à avoir occupé les lieux, mais en 1940 et 1944, les habitants du quartier sont descendus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a retrouvé quelques confortations des lieux. Ça s'appelait l'abri d'Antoine, rue Ernest Renan. On a le casque et le sifflet du surveillant. Et c'était l'agence pour la visite des souterrains. Voilà.
Là, on fait un petit détour sur la Deuxième Guerre mondiale, avec également les coins cuisine, tout le matériel qui est retrouvé en place. Les jouets d'enfants aussi. Et c'est pour 44. C'est fugace, c'est difficile à voir, mais j'ai voulu mettre parce que ça montre les bombardements à Arras en 44. Donc c'est marqué le beffroi, on voit les arcades, hein, on voit bombardement et le nombre de bombardements par jour, hein, et on a présenté donc les avions qui survolaient la ville et les Arageois qui venaient se réfugier à l'intérieur. Et ici, donc, Arras libéré en septembre, hein, et M. Gaillard-Fernand, hein, qui est remonté le 1er septembre 1944, et là, ici, il indique le temps qu'il a passé dans les carrières. Dernier spot où on a travaillé la semaine dernière. Dans la zone industrielle, entre Thélie et Neuville, près de la colline de Vigny, il y a un nommé Barthas, que certains ici connaissent, on est dans la littérature combattante, et il est dans ce secteur-là, et il indique qu'il voit une scène de fraternisation. Ça, c'est l'origine d'un film qui s'appelle Joyeux Noël, par Carlo, quelqu'un de chez nous, et avec une partie des royalties de ce film, il a acheté un bout de terrain à Neuville. Et on va créer un monument, le premier monument en France, sur les fraternisations. Donc ce que nous on a proposé avec mon collègue Gilles Couillot, c'est de retrouver l'endroit, littéralement, où la scène s'est déroulée. Et à partir donc, des écrits Barthas, on a essayé donc de voir comment ça se situait. Donc là, en jaune, c'est le lieu qui va être inauguré le 17 décembre de cette année. Et là, le lieu où ça s'est passé dans une zone industrielle appartenant à la communauté urbaine d'Arras. Donc là, on avait 20 hectares pour s'émettre. Voilà le texte de Barthas que je voulais découvrir, et en même temps, on a retrouvé une série de photos de 1 à 5 qui vous montrent en fait cette scène de fraternisation. C'est pris du côté allemand. Au fond, debout, ce sont les soldats français. Et on les voit, ils sortent des tranchées, ça discute un peu, et les Allemands, de nouveau, rentrent dans leur camp. C'est ce qu'on appelle les trêves de la boue. Ce n'est pas véritablement les trêves de Noël. C'est-à-dire que les tranchées sont dans un tel état rempli d'eau, de boue, c'est qu'on ne peut plus y séjourner. C'est même dangereux de y séjourner. Et les Allemands comme les Français ont le même souci, c'est que c'est le même terrain. Donc là, il y a un éclair d'intelligence. Et on se lève sans armes, on attend que la boue et que l'eau sèche, et une fois que c'est fait, on rentre dans la tranchée pour de nouveau se taper dessus. Donc là, on répond à cette phrase de Barthas qui était là en octobre 15, donc il y a juste un siècle. Voilà le monument tel qu'il va être conçu. Hein, c'est en forme de tranchée avec des personnages qui représentent les Anglais, les Français, les Allemands, hein, qui sont en grande discussion et qui sera donc inaugurée le 17 décembre. Alors voilà, ça c'est la partie fouille, toujours Barthas, qui nous parle donc de la tranchée du moulin. Je vous laisse ici lire le texte et en même temps je vous montre où se trouve le moulin, là-haut. En rouge, ce sont les Français sur la carte. En bleu, ce sont les Allemands. Les soldats qui sont en bas sur la photo, là où on est le 25 septembre 1915, vont monter à l'assaut de la tranchée dite du moulin, qui est la première ligne allemande, que vous percevez en bleu, hein, première ligne, les Français étant à la gauche. Et les Français vont perdre plusieurs centaines d'hommes pour aller de la première à la deuxième ligne allemande. Deuxième ligne allemande qui va donc se transformer en première ligne française. Donc ils vont progresser d'environ 100 mètres et perdre énormément d'hommes. Et ce secteur-là est dans une zone industrielle. Donc pour la première fois, on a réussi, on avait le temps de travailler sur le secteur et de voir ce qui restait en fait. On a le texte.
et ce qui est resté sur le champ de bataille. Donc voilà le fameux moulin, un moulin de la fin du XVIIIe siècle. On a la maison du meunier, en haut à gauche, avec le puits, qui servait à la fois pour le meunier et à l'extérieur, avec cette canalisation qui menait à la citerne. Voilà. Le moulin, on connaît bien. Et ce moulin a été bunkerisé par les Allemands, qui étaient maîtres du terrain, à partir de la fin 14. Voilà comment ils l'ont bunkerisé. On voit bien le blockhaus au centre, l'abri blindé en 2000, et l'accès en bois qui avait été fait par les Allemands pour se rendre dans la cave du moulin qui avait été renforcée par cet abri béton. D'Artas, toujours lui, qui décrit en fait son arrivée en octobre, donc la troisième bataille d'Artois est terminée. Son groupe est chargé d'aménager les tranchées conquises, et il dit que près de chez lui, en face, quand il regarde le jour, il voit des soldats allemands, un soldat allemand pour 20 Français. Et ils appartiennent donc au 50e régiment d'infanterie. Donc on a commencé à travailler, et on a retrouvé ces soldats. Donc on a ici le lieutenant Tessier, du 50e régiment. Avec sa fiche, son portrait, on a retrouvé un autre soldat qui s'appelle Bassé, qui lui est natif de chez nous, il est natif d'Azincourt. Il faut savoir qu'après les 14 et les grandes offensives de mai et de septembre 15, on a perdu énormément d'hommes, et auparavant, les unités étaient constituées par ville ou par dépôt. Les gens de Brive, les gens de Narbonne, des troupes bretonnes, mais dans l'année 15, il y avait tellement de manque d'effectifs qu'on remplaçait, qu'on mettait un peu n'importe qui pour combler les vides. Donc ce soldat, Bassé, se retrouve dans ce régiment du sud de la France. Ils sont deux en fait, à la région de Valencourt. Et le soldat Bassé, lui, va décéder, et son collègue envoie donc une lettre à la famille du défunt, et en particulier, les quelques dernières lignes, dit que il est resté à droite de Neuville-Saint-Var, par-dessus le Moulin Rouge, en avant et à droite de la tranchée. Donc on y est allé, et on l'a pris. Il était encore là, dans le fond de la tranchée, et là il a donc été inhumé à Lorraine. Voilà le champ de bataille, tel qu'on l'a vu. On retrouve le moulin et les 300 ou 400 mètres qui ont fait l'objet de cette avance en septembre 15. On a travaillé aussi pour déterminer les endroits où il y avait des trous, des tranchées, des choses comme ça. Et dans ces trous, on a retrouvé plusieurs dizaines de soldats. Ici, le soldat Labatte, comme c'est un régiment de Périgueux, toujours le 50e régiment. Le sergent Léger également. Et il faut savoir aussi, c'est un détail, mais que jusqu'en mai 15, les soldats français n'ont qu'un seul disque d'identification. Donc tantôt il est enlevé pour prouver qu'il est mort, tantôt on le laisse sur le corps, et on s'est vite aperçu que quand on le prélevait, on ne pouvait plus l'identifier. Donc à partir de mai 15, il y a deux plaques, l'une que l'on enlève, qui fait office de preuve, et l'autre qu'on laisse sur le corps en cas de redécouverte du corps. Là aussi, c'est le soldat faux. On a pris une photo de très proche. On voit le positionnement des soldats et sur la photo et le reste humain. Alors voilà ce qui est resté de Dujardin. En fait, on a creusé un trou, on a mis ses restes dans le fond, du boyau de communication. Un autre régiment était là, c'était le 126e aussi. On a attaqué le même jour. Un fait aussi qui a été constaté, là on est en présence d'un soldat allemand, et on l'a vu tout à l'heure, c'est le fait de piller le corps, tantôt pour avoir des renseignements concernant la division, le régiment, des renseignements qui pouvaient servir donc, à l'état-major, mais également tout ce qui était argent était prélevé.
Donc là, on a le portefeuille, le porte-monnaie qui est utilisé, on voit encore le portefeuille avec 1 marque, 2 marques, 3 marques. Et c'est vraiment, le corps a été retourné, on lui a prélevé la ceinture et tout ce qui pouvait être en fait échangé. Les derniers clichés, donc parfois les corps ne sont pas complets parce qu'on est très très proche du labour, donc il reste peu de vestiges et parfois c'est difficile de donner une identification à ces soldats. J'ai terminé. On m'avait demandé un petit peu de temps pour la discussion. J'en ai en pris. J'ai été clair alors. Ces fouilles dont vous parlez, elles datent de quand? Pour les plus récentes, la semaine dernière. Pour les plus anciennes, c'est 90. Auparavant, c'est vrai qu'en général, les archéologues ne s'intéressaient pas trop à la période. C'est plutôt la découverte de corps qui fait réaliser. Et est-ce que parfois vous êtes confronté par exemple à des refus? Par exemple, vous effectuez une fouille sur 14-18 et les villageois d'à côté, ou tout simplement la famille, s'opposent en disant il aurait fallu le laisser là, ou au final, est-ce qu'il y a des gens qui, dans les mentalités, s'opposent encore à ça, comme sans restant? Non, parce que, encore une fois, ce sont uniquement des fouilles préventives. C'est des endroits qui vont être bougés. Donc si les archéologues ne passent pas, ça va partir à la pelle mécanique. Donc là, et les familles en fait, elles sont prévenues au bout de quelques mois, parce que le temps de fouiller, de nettoyer le matériel, de l'identifier, de faire des recherches entre la date de découverte et le moment où les familles sont prévenues, parfois c'est 2 ou 3 mois. Parce que ça, ce ne sont pas les archéologues qui font les démarches. C'est une démarche administrative, un protocole. Pour les Britanniques, par exemple, nous, on ne prélève jamais. On fouille, quand on a identifié la nationalité, on prévient les Anglais qui, eux, ils ont un service, qui viennent prélever. Parce qu'on ne voudrait pas qu'on attribue une nationalité erronée. On dit, c'est un Anglais, alors qu'en fait c'est un Allemand ou un Français. Donc ils sont très à cheval là-dessus. Et pour que la structure soit homologuée, les Britanniques, c'est eux qui procèdent à l'exhumation. Et là, les familles sont prévenues. Alors, il y a 2 cas de figure où il y a encore un cas d'autre famille, qui est avec une famille bien appointée, c'était le cas de Nazonier. Et là, la personne a retrouvé, en fait, sa place était disponible depuis 1915. Mais dans la majorité des cas, c'est quand même de laisser, parce que maintenant les familles sont éclatées, ils ne sont plus dans les villages ou les villes d'origine. Donc ils préfèrent le laisser. Et il y a d'ailleurs ce qu'on appelle chez nous la tranchée des arrières. L'allée des archéologues, c'est qu'en fait, on nous a attribué une allée où toutes les découvertes de soldats français sont à Lorette et toujours dans le même secteur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de retrouver des Allemands et des Français au territoire Français, anglais et allemand. J'ai pas, ne sachant pas le temps que j'avais, j'ai sauté un peu la chose. Au début, il y avait 2 soldats superposés. C'est d'ailleurs assez étrange, parce qu'on avait un soldat allemand, le premier qui est tombé dans le trou, et il y a eu une contre-offensive britannique, et l'officier britannique est tombé exactement au même endroit. Donc avec 3 ou 4 cm de terre entre deux, il y avait le soldat allemand et le soldat britannique là-dessus. Et le tout enterré dans un trou d'obus. Donc ils sont vraiment tombés côte à côte. Ça Paris. J'avais une question concernant les travaux que vous menez de manière générale sur les souterrains, les choses comme ça, parce que moi je me rappelle il y a très longtemps d'avoir vu avec les fils ferrés, et je me demande si tu n'as pas fait d'ailleurs autour de ces souterrains, dans le secteur de Ramcourt, la pollueur ternoise, il y avait toute une série de souterrains qui ont été détruits par les aménagements il y a 10-15 ans,
Et de manière générale, sur le Pas-de-Calais, tu n'as pas pu intervenir sur d'autres secteurs que l'Arageois où tu n'as pas été mis. Non, en fait, c'est parfois très dangereux. Là, les carrières d'Arras sont accessibles parce qu'il y a de véritables entrées assez confortables dans la mesure où ça a été occupé, notamment dans les années 40-44. Donc, pour y faire descendre les civils parfois âgés, hein, le service de la défense passive a aménagé des escaliers pour confort. Parfois un peu abrupt, mais c'est faisable. Hein. Et surtout, ça a été consolidé. Hein. Dans les souterrains qu'on peut retrouver, qu'on retrouve d'ailleurs chez nous, sur du lisant et tout ça, c'est parfois un peu dangereux. On voit bien qu'il y a un trou, on voit bien qu'on peut... Et dans la mesure où on ne sait pas si ça débouche ailleurs, c'est-à-dire que si tu rentres par l'effondrement, donc déjà fragilité, hein, et là, décemment, on ne peut pas envoyer un collègue, un agent, faire un tour dans le souterrain si on n'est pas sûr de pouvoir récupérer le collègue. Mais donc ma question est la suivante, est-ce qu'il n'y a pas donc encore, même maintenant, on ne prévient pas systématiquement ton service ou les services de l'État quand tu as découvert une suspicion de ce type de... Parce que tout le secteur autour de la Ternoise, là, Ramcourt, Saint-Paul, Clément... Tout le secteur de Cré. Voilà, exactement. Et c'est constellé de puits, de descentes dans des souterrains. C'est tout en plus intéressant parce que bien souvent ce sont des carrières 14, 15e, 16e. Donc là, pour l'archéologie médiévale, c'est tout à fait intéressant de voir ce qui se passe. Hein. Mais bien souvent, quand c'est trouvé par les paysans, ils ne s'embêtent pas et on y met la terre, ou tous les débris qu'on a dans une ferme, il y a toujours un monstre, hein, et on bouche et on ne prévient personne. Hein. Ensuite, quand ils préviennent, ce n'est pas forcément les bonnes personnes, et tu as les pilleurs qui rentrent dedans et qui, eux, en fait, prennent le risque de rentrer, hein, et qui vont récupérer ce qu'il y a à récupérer comme information à l'intérieur. Mais nous, on est assez rarement tenus au courant. Peut-être que là, on a cette mauvaise réputation en disant mais qu'est-ce qu'ils vont y faire, on ne va pas pouvoir comment travailler, construire, des choses comme ça. On nous appelle quand vraiment on ne peut plus rien faire d'autre. Là, j'ai le cas à Arras où le gars était en train de faire son allée de garage et sous sa maison, il y a un trou de 20 mètres. Hein. Donc là, on est en ville, il est coincé, il ne peut pas reboucher. Sa maison est déclarée en péril, la ville d'Arras le loge, mais les assurances marchent. C'est-à-dire qu'il faut descendre dans ce trou. Donc là, on les a accompagnés. Hein. Ils ont fait des murs en parpaing contre-butés et on a construit une centrale de béton à côté et on a comblé la chose jusqu'à plus soif. Et donc la maison a pu être stabilisée. Mais c'est vraiment quand on a besoin. Mais en général, ça je parle de 2 ou 3 cas. Sur le nombre de découvertes, notamment dans cette période-ci avec la pluie et tout ça, on voit bien quand on se promène, il y a des trous un peu partout. Soit c'est trop dangereux pour nous. Il y a des équipes, ça s'appelle le GRIMP, qui sont des pompiers spécialisés en milieu un petit peu risqué. Hein. Donc là, parfois, on fait appel à eux. Parce que quand on rentre également dans des souterrains qui n'ont pas été exploités depuis des années, le risque aussi, c'est est-ce qu'il y a assez d'oxygène. Et on sait que quand on descend, on tombe et remonter un corps mort comme ça, c'est très difficile. Donc j'avoue que là, on se la joue plutôt léger. Hein, que je ne prends pas le risque. Moi je pensais plus généralement qu'au fur et à mesure des travaux des travaux qui mènent depuis de nombreuses années, les communes auraient tendance maintenant à automatiquement se tourner vers toi, justement en disant effectivement, voilà, nous on sait qu'il y a ce type de structure qui sont tout à fait particulières, même pour l'archéologue en général, parce que c'est des choses effectivement, et ce serait tourné automatiquement vers le service, vers ton service ou tes équipes pour justement appréhender cette vestige. Alors c'est intéressant parce que depuis l'an dernier, il y a l'ancienne DDE. Oui, c'est voilà. Qui sont en train de faire, et c'est la loi, de faire une cartographie précise. Donc ils sont venus nous voir en nous demandant ce qu'on avait, parce que même quand on ne descend pas, oui, on localise, on prend 2 ou 3 clichés, on a un petit peu de doc sur chacun des lieux. Donc ça, on va mettre à disposition notre banque de données hein, pour la dire. Et là, en fait, quand on va construire un lotissement ou une chose comme ça, on saura s'il y a présence de carrière ou pas. Dans le secteur d'Arras, et là on a vu cette nouvelle découverte de Christchurch, moi je savais qu'elle était là. Quand ils ont commencé à sonder, ils ont vu qu'il y avait des villes, ils sont venus voir, donc besoin en fait, de l'info. Là, il ne faut pas faire autrement. J'aurais fini les plans, ils ont vu
l'ampleur des phénomènes. Et là, ils nous ont ménagé, pour 20 000 €, un accès, avec le petit escalier qui va bien, sur 15 mètres de profond. On a pu faire l'étude de l'organisation spatiale du lieu et tout ça. Tout ce qu'ils nous ont demandé, c'est de ne pas en parler tout de suite. Parce que toi comme moi, on ne va pas acheter un appartement en sachant qu'il y a l'équivalent de Christchurch. Si vous connaissez la Grande Place d'Arras, l'emprise au sol de la carrière, c'est la Grande Place d'Arras. Hein, donc le lotissement, l'immeuble est construit dessus. Donc, j'en ai même vu qui, quand ils ont dans une petite maison avec un parcelle laniérée, on ne peut pas amener du béton ou du remblai, mettre une petite toge dessus, mettre un peu de terre et vendre la maison, c'est parti. Parce qu'ils savaient que sa maison était invendable. Ça, cette chose-là, je l'ai vu. Et une autre chose, et après je laisse la parole pour Mick, mais je reviens sur ce que tu disais, sur la dangerosité de ces éléments. On en parlait aussi avec Jacques tout à l'instant, où il faut, comme il y a beaucoup d'étudiants, insister effectivement sur ces problématiques, parce que nous, dans le cadre du service du département du Nord, on travaille sur tout le département du Nord, on était amené à intervenir sur Bailleul, Métérène, et il y a des secteurs effectivement où il n'y a même pas de prescription de l'État sur certaines villes, finalement c'est bourré d'engins explosifs. Et la première chose à faire, c'est qu'effectivement, de plus en plus, maintenant, il y a ces formations qu'on suit avec les démineurs d'Arras, notamment, qui sont venus au service, nous former sur la présence de ce type d'engin, savoir ce qu'il fallait faire, comment baliser les secteurs. Au niveau de l'INRAP, c'est fait aussi depuis très longtemps. Et au quotidien, effectivement, comme tu le disais, là, sur une opération de moins de... C'était un collège à Bailleul, sur 10 000 m², on avait 138 impacts au culot d'obus et 2 caisses de Minen Jarper qui ont été découvertes mais en place. Donc c'est effectivement... Le est très dangereux. Absolument. Le plus dangereux. Il faut effectivement avoir ça en tête, et aussi pour les promeneurs du dimanche, qui déjà sont de toute façon hors la loi, mais qui en plus risquent d'y perdre une main au mieux. On nous invite donc de mettre ça sur le flash. Je pense que vous faites la même chose, hein, c'est petit à terre. Voilà, avec le baliser sans trop montrer. En général, on le fait très vite. On n'y touche pas. Hein. On le fait très vite, et à partir du moment où il y a un mail ou un message, ils sont pratiquement obligés d'intervenir, prennent le risque. Mais régulièrement, nous, on a plusieurs personnes qui ont été victimes d'accidents, qui sont des collectionneurs, qui en vivent, de la vente dans les bourses et des choses comme ça. Et à qui il manque un doigt, un pied, des choses comme ça. Ça reste, donc je voulais prévenir, ça reste des choses très dangereuses. En fait, nous on a été confrontés, c'est pas pour chercher ce type de style. Parce que là où on était, c'était une zone industrielle, plusieurs zones industrielles, plusieurs centaines d'hectares, fatalement, dans la rajoie, sur ces impasses, sur ces dépôts. Et bien sûr, on faisait appel, mais c'était embryonnaire, hein, on faisait appel comme ça au service de minage, et tout doucement, on a commencé à se former. Mais toujours avec énormément de choses. Il n'y a aucun vestige du tout de la collection. Est-ce que ça fait l'objet aujourd'hui d'une spécialité reconnue, vos travaux, avec des publications dans des revues spécifiques? Première chose. Et deuxième chose, est-ce que vos travaux d'aujourd'hui ont permis de comprendre des fouilles? Moi j'ai beaucoup fouillé par exemple dans la vallée de l'Aisne dans les années 80, la même problématique, et on avait des choses qu'on ne comprenait pas forcément dans des interactions entre 14-18 et des choses beaucoup plus anciennes, entre autos par exemple. Est-ce que vous avez des exemples de travaux que vous auriez menés qui auraient permis d'interpréter des choses laissées en suspens dans ces années-là, ou peut-être avant, mais là je ne connais pas? Là je ne connais pas en fait les travaux en particulier de la vallée de l'Aisne. C'est difficile de faire le point. Mais c'est sûr que par rapport à la communauté scientifique, on en est encore à faire un peu de prosélytisme et à essayer de pousser les collègues tout au moins de regarder et de ne pas négliger. Mais c'est pas encore gagné. En grande partie, et c'est pour ça qu'on publie énormément, qu'on en parle, parce que je fais très peu de conférences, pratiquement plus, et pour la période. Et c'est bien parce que j'aurais envie que les collègues se posent la question. Je ne dis pas que tout le monde doit en faire, sinon je fais autre chose, on l'aurait fait. Mais c'est essayer de poser les questions. Et là, on est seulement, comme je montrais, on a travaillé beaucoup sur les nouvelles pratiques funéraires, sur l'alimentation, des choses comme ça. Donc on commence seulement à en mettre en place des problématiques. Et l'interaction par rapport aux périodes plus anciennes, à part le côté pénalisant, la tranchée ou la tombe,
qui est recoupé par un peu de communication, des choses comme ça. Oui. Et on a travaillé, c'est Bernard Lambeau qui a travaillé aussi là-dessus. Et il a fouillé dans plusieurs tombes de l'âge du fer qui avaient été recoupées par les tranchées. Et même des pillages, et même des fouilles. J'ai plus le nom en tête, c'est paru dans l'Ouest France. C'était un de vos directeurs qui avait fouillé ça à l'époque. C'était les tombes de l'âge du bronze, dans la vallée de l'Aisne, peut-être aussi. Oui, il y avait les tombes néo aussi. Ouais. Et donc il avait, lui, en commençant, il avait tout le dossier fait par les Allemands en 1914-1915. Très bien fait d'ailleurs, très très bien détaillé. Et c'est à partir de ça qu'il a lancé la fouille. Et c'est pas rare, parce que je vais faire un petit clin d'œil pour les soldats archéologues qui avaient trouvé ces vestiges, qui avaient pris le risque, et surtout qui avaient publié après le résultat de leurs travaux, notamment dans les SPE. Le Muséon. Oui, c'est Muséon. Muséon. Oui. Je pose une question. On a vu dans ce que tu as exposé une bonne partie, une majorité même d'archéologie de mobilier qui débouche sur des interprétations des types ethnographiques, culturelles de la guerre. Par ailleurs, on a vu des exemples, notamment en Alsace et Lorraine, Michael Landolt a publié, Ivan Stolen, des structures, de grandes structures. Est-ce qu'il y a deux archéologies, ou est-ce qu'on peut faire la même chose ici? Est-ce qu'on peut envisager de mettre en évidence des structures qui témoigneraient de façons d'élaboration de bâtiments, de tranchées, des protections différentes selon les zones de front, selon les belligérants eux-mêmes? Est-ce qu'une archéologie des structures est envisageable ici aussi, ou dans la Somme? Ou est-ce qu'elle est seulement envisageable dans des lieux fortement occupés par l'allemand et une longue tradition comme en Alsace-Lorraine? En fait, avec les différents contacts qu'on a avec nos collègues d'Argonne, je pense à Yves Desfossés ou Michael, effectivement, on travaille sur le type de structure. Et Yves Desfossés fouille un camp allemand, Boriswald, qui lui est en surface sur plusieurs hectares. Donc là, régulièrement, il y a des campagnes de fouilles programmées tous les mois de juillet. Il y a plein d'archéologues qui changent de tenue et qui vont travailler sur les 14. Donc là, on a les cantonnements de surface, c'est le premier exemple. Il y a les cantonnements souterrains, je pense au Kenya, et on fait un rapprochement avec les découvertes et les fouilles d'Arras au niveau des souterrains, puisqu'on évoquait tout à l'heure avec justement la récupération des carrières médiévales transformées en abri. Et je pense que là, la géologie compte pour beaucoup. Et chez les Allemands, chez les Français ou chez les Anglais, il y avait au sein de ces armées des géologues et des historiens et des archéologues pour justement trouver des carrières, à tel point que les Allemands, en 18, ont fait un livre qui est très rare, on a été des photocopies, qui reprend toutes les carrières médiévales et qui ont été occupées ou non, mais ils ont fait un inventaire des carrières médiévales, notamment dans la Somme et dans le Sud-Artois. Donc au niveau des cantonnements souterrains, ça peut être dépendant de la géologie, en sachant que les différentes armées ont fait des recherches pour ça, pour s'approprier ce qui était déjà posé. C'était Viret qui travaillait avec une baguette de sourcier, et son petit-fils était à l'INRAP, il est géologue à l'INRAP, il s'appelle Viret, il est de la région parisienne. C'est le même. Il est géologue. Tu travailles aussi avec les Anglais qui font les fouilles programmées, surtout Ypres, etc. Sur Ypres, oui. On travaille avec Peter Barton, par exemple. Ce sont des grandes fouilles programmées tous les ans. Oui. Avec les gens du Durand Group également, qui font un travail assez sérieux. À chaque fois que ces gens-là font des fouilles d'un peu d'ampleur, ils sont destinataires d'une autorisation de sondage ou de fouille, donc dans l'obligation de rendre un rapport par la suite. Tout au moins pour la partie, je ne sais pas pour la partie de la. Mais les gens comme Barton, Durand Group font ça assez sérieusement. Et il y a un autre groupe qui voudrait travailler, mais je veux Philippe, on sait un peu. Tu sais, les gens qui voudraient fouiller
cette guerre? Les Anglais. C'est l'armée britannique. C'est l'armée britannique, c'est dans le cadre des opérations du centenaire. Et ils veulent utiliser comme, entre guillemets, comme main-d'œuvre, comme techniciens de fouille des anciens soldats, des gens qui ont souffert pendant la guerre et qui sont très intéressés quand même par l'histoire, et notamment par la Première Guerre mondiale. Et en ce moment, le projet il est localisé sur le secteur de Bulcourt. Et là, je sais qu'ils ont déposé un dossier chez Stéphane Révillon, à son grand dame d'ailleurs. Il va devoir trancher. Vous voulez parler d'une bataille par année. Ah oui. Et 1917, ce serait le secteur de Bulcourt, la bataille d'Arches. J'ai une question. Je sais que toi, de ton côté, tu es très sensible à la chose et que vous avez organisé un dépôt de fouille. Mais est-ce que ces dépôts de fouille peuvent avoir un aspect officiel? C'est-à-dire, est-ce que ça va être une démarche qui sera obligatoire? Qu'est-ce qu'on peut conserver? Parce qu'on sait très bien que les objets en fer se dégradent à une vitesse extraordinaire. Le tissu, on peut à peine le conserver. Est-ce qu'il peut y avoir une démarche qui s'organise? Et qu'est-ce qu'on fait quand on trouve des objets, justement? Est-ce qu'on fait un tri, il y a une partie qui part, entre guillemets, à la poubelle, ou est-ce qu'on arrive à préserver certaines choses? Et est-ce que c'est listé? Est-ce que ça va être archivé? Est-ce qu'il va y avoir des bases de données, justement, sur les objets qui sont disponibles pour